Tout de suite, bonsoir à tous. Bonsoir Sandra, merci d'être là parmi nous. On solennise un petit peu parce que donc ce séminaire de recherche Usage et ambiance pour habiter est retransmis en direct sur YouTube. Donc on a des auditeurs qui se trouvent pour certains à Toulon, ailleurs peut-être, et qui suivent effectivement cette intervention. On est très heureux de recevoir Sandra Logier ce soir. Donc c'est un séminaire, on en est quand même à la 53e séance depuis 2012. On est très content d'avoir effectivement entendu plein de gens. Et ce soir, eh bien, nous continuons une série qu'on a commencé l'année dernière, toute l'année 2021. On a même commencé fin 2020, autour de la question de la thématique de prendre soin, pour ne pas dire le care. Mais on va en reparler. Et ce soir, nous recevons Sandra, qui est philosophe, professeure des universités, qui travaille à l'Institut des sciences juridiques et philosophiques de la Sorbonne, et dont les domaines de recherche, alors en philosophie, concernent à la fois le travail sur Wittgenstein, le langage, qui est extrêmement important et très intéressant. Vous pouvez suivre un certain nombre de conférences qui sont accessibles sur YouTube, entre autres, et absolument passionnantes sur ces questions des mots, de la langue, mais aussi tout un travail qui a permis, et on le dit, et je crois qu'on peut le dire comme ça, l'introduction de la notion de care et de l'éthique du care en France, avec et à travers un certain nombre d'ouvrages que vous retrouverez assez facilement, qui sont pour la plupart ici à la bibliothèque, des ouvrages parfois collectifs, Le souci des autres, éthique politique du care, avec Patricia Paperman, Qu'est-ce que le care, avec Patricia Paperman et Pascal Molinier, et enfin, Face au désastre, le care, la folie et les grandes détresses collectives. Alors ce n'est pas le seul travail de Sandra, mais vous pourrez nous en parler. Je travaille aussi sur les séries télévisées, on en parlait à l'instant, sujet qui en apparence a l'air plus facile ou plus accessible, mais ne l'est pas du tout et est absolument passionnant. Et donc on va vous écouter. Je pense que vous nous proposez une intervention sur le care vulnérabilité, société. Et donc ça va ouvrir le champ très largement de cette question du soin, de l'attention aux autres. Je trouve que la formule est assez forte et assez bienveillante pour qu'on l'entende et qu'on la prenne en compte. Et puis peut-être qu'à la fin de cette communication, on pourra débattre, poser des questions à Sandra, surtout n'hésitez pas, de manière à prolonger le débat aussi loin que possible, sans toutefois dépasser des heures indécentes. Et puis de dire que le bureau des étudiants, le bureau des élèves, le BDE, je ne sais jamais, ça doit être le bureau des étudiants, a préparé un petit pot, donc on aura un petit verre à la fin, ce qui est plutôt sympathique. Et donc Sandra, je vous passe la parole. Et on vous remercie encore d'être là. Merci beaucoup Alexis, et merci à tous. Je suis très, très heureuse, très honorée de cette invitation. C'est un grand plaisir de pouvoir présenter le care dans un cadre justement aussi caring, aussi chaleureux et sympathique, et dans un contexte où on a beaucoup parlé de care donc depuis des mois. Donc on est à un moment où c'est vraiment important et utile de revenir sur cette notion. Donc ça me fait vraiment plaisir. Merci aussi d'avoir rappelé les ouvrages, parce que je ne voulais pas les apporter parce que j'étais chargée aujourd'hui. Mais tout ce travail sur le care, c'est vrai que ça a été des publications collectives, et j'insiste sur le collectif. Vous savez que je suis philosophe, un philosophe du langage au départ, mais pour travailler sur le care, j'ai vraiment collaboré avec des personnes, des amis. Patricia Paperman, qui est sociologue. Quand je l'ai connue, elle était sociologue des émotions, et elle voulait vraiment qu'on travaille ensemble sur cette notion de care. Et Pascal Molinier, qui elle était psychologue, sociologue, sa spécialité c'était psychodynamique du travail. Et j'insiste sur ces deux noms parce qu'on a toujours travaillé ensemble, et que pour moi, le care, ce n'est pas une notion qu'on peut étudier au simple plan philosophique ou moral. C'est très important, ça nécessite cette transversalité. Et c'est pour ça qu'il y a ce mot care. Alors bien sûr, le mot soin, il est très bien, et je vais en parler aussi. Le soin, c'est une notion qui est très centrale et qui est devenue extrêmement importante pour tout le monde depuis le début de la pandémie. Donc je crois qu'il ne faut pas la négliger. Mais pourquoi est-ce qu'on a parlé de care ? Alors je dois toujours un peu m'expliquer, puisque d'abord souvent les gens disaient c'est le care en Égypte, etc. Bon, maintenant j'ai moins la question. Donc ça veut dire qu'il y a quand même petit à petit une connaissance collective
du Caire qui s'installe, parce que j'ai plus cette question-là. Par contre, j'ai souvent la question, pourquoi un mot anglais? Voilà, ça fait un peu ésotérique, hein, finalement. Et ça donne aussi parfois l'impression qu'on a très souvent en France d'une sorte d'importation de théories anglo-saxonnes dangereuses. Donc je voudrais expliquer pourquoi, depuis le début, on parle du Caire. Le premier livre, c'était Éthique et politique du Caire, hein, le souci des autres, sous-titre Éthique et politique du Caire. Le deuxième, c'était Qu'est-ce que le Caire? Et donc chaque fois, on a choisi ce terme tout simplement parce qu'en fait, il n'y a pas d'équivalent en français. Donc c'est pas pour renvoyer à une réalité particulièrement anglophone, c'est parce que le mot Caire en anglais renvoie à toutes sortes de dimensions. Il y a évidemment la dimension qu'on a mis dans le titre, le souci des autres, hein, le souci d'autrui, c'est l'attention, c'est vraiment une disposition affective, hein, c'est vraiment une forme d'intérêt pour autrui et c'est vraiment une valeur morale centrale, hein, que vous témoignez tous les jours, les uns aux autres. Voilà, c'est vraiment ce qu'on peut appeler aussi la sollicitude. Par exemple, m'apporter de l'eau, sauf qu'on va trop subtiliser la bouteille. Donc, ce genre de petits gestes extrêmement simples, mais qui représentent en fait un rapport à autrui. Donc là, il y a l'attitude, mais le care, c'est aussi du travail, hein, tout simplement. On parle des care workers, c'est des caregivers. Donc, il n'y a que le mot anglais qui représente à la fois l'attitude et le travail. Hein. On n'a pas de mot français. C'est vrai qu'on peut utiliser le mot soin, mais le mot soin va renvoyer à un domaine plutôt médical, hein, même si en réalité ça ne devrait pas, puisqu'on parle de soins pour beaucoup d'autres domaines de la vie. Hein. On va dire d'être soigneux avec un objet. On va parler de soins pour les plantes, hein, par exemple. Ou de lire, de faire quelque chose avec soin. Donc dans le soin, il y a l'idée du travail bien fait, mais c'est quand même, malgré tout, pas forcément quelque chose qu'on va étendre à un ensemble d'activités très larges. Hein. Et donc, le soin, on a souvent tendance à restreindre cela. Enfin, restreindre, c'est très vaste, donc restreindre n'est pas le mot, mais à vraiment renvoyer à tout ce domaine du soin médical et donc de s'occuper en fait de personnes qui vont être malades, souffrantes, etc. Ce qui est très important, mais ça n'est pas en fait le seul domaine du care. Hein. Et donc, ce que j'ai trouvé vraiment intéressant, et vous l'avez tous remarqué, c'est à quel point, quand il y a eu la pandémie, hein, notamment au début, hein, donc en 2020, il y a eu vraiment une forme d'extension hein, de ce domaine du soin, et tout le monde s'est mis, en effet, à comprendre la diversité et toute cette importance du domaine des activités de care. Hein, et donc, le care était bien sûr d'abord le soin médical, puisque on a beaucoup insisté sur les soignants. Il faut que je parle dans le micro. On a beaucoup insisté sur ce travail des soignants. Vous vous rappelez, merci les soignants, les applaudissements, hein, qui ont disparu après, on se demande pourquoi, vu qu'ils sont toujours là. Donc, il y avait vraiment une insistance sur le personnel soignant dans les hôpitaux, mais il y a eu aussi une attention à toutes sortes d'activités qui relèvent du care et qui ne sont pas médicales. Par exemple, les gens quand ils allaient au supermarché ou à la supérette plutôt, hein, puisque les supermarchés n'étaient pas tous ouverts, ils étaient beaucoup plus aimables avec le personnel, avec les caissières, hein, puisque avant ils payaient en général en parlant à quelqu'un d'autre au téléphone et en tendant leur carte bleue. Et là, c'était « Ah, bonjour, merci d'être là », etc. Donc, il y avait vraiment un changement d'attitude par rapport à des catégories de travail de care qui n'étaient pas seulement les catégories médicales, hein, puisqu'on était reconnaissant aux caissières,
aux livreurs qui, effectivement, venaient apporter des choses à la maison, qu'on n'ait pas à se déplacer à les acheter. On s'inquiétait du sort des camionneurs aussi, par exemple, hein, qui transportaient les marchandises et qui étaient dans des situations très difficiles, puisque toutes les stations de service étaient fermées, enfin, pour aller acheter à manger, aller aux toilettes, etc. Donc, finalement, on s'est aperçu qu'il y avait toutes sortes d'activités qui relèvent du care. Hein. Et donc, on a là une sorte de généralisation de la notion de care qui a été assez naturelle dans cette situation très particulière du confinement, de la pandémie, et en même temps une prise de conscience de la centralité du care, du fait qu'on ne peut pas vivre sans care, sans personne qui s'occupe, sans des personnes qui s'occupent de nous. Et je crois que ça a été vraiment une prise de conscience assez forte. Alors pas forcément dans les plus jeunes générations, puisque vous êtes habitués à vous occuper un peu plus de vous-même, hein, je pense. Voilà. Mais pour beaucoup de gens qui étaient finalement renvoyés à chez soi, hein, à la maison, par exemple, qui devaient s'occuper à nouveau eux-mêmes, hein, de faire la cuisine des enfants, même de faire la classe, hein, pour beaucoup de personnes. Hein, ils ont dû s'occuper d'éduquer leurs enfants. Donc, toutes ces choses qui sont en réalité externalisées, hein, en temps normal. Et donc, beaucoup de gens, par exemple, ont d'habitude une femme de ménage et ils devaient faire eux le ménage, faire eux-mêmes la cuisine, alors d'habitude, ils mangent dehors. Donc, il y a eu en fait un changement dans leur forme de vie tout à fait considérable, et donc une prise de conscience de tout ce qui, en temps normal, est fait pour vous. Hein. Donc, il y a du coup une sorte de prise de conscience de ce que c'est que le care au sens premier médical, bien sûr, hein, puisqu'il y avait des gens malades les premières semaines et vraiment très très grande angoisse. Et donc évidemment, le care, c'est le soin médical, c'est-à-dire ce qui vous permet de vivre, hein, tout simplement, hein, entre beaucoup de gens qui étaient entre la vie et la mort, hein, il y a eu beaucoup de morts, et puis de l'autre côté, il y a le care en tant que préservation de la vie, mais au sens ordinaire, hein, de la vie de tous les jours. Donc on a deux sens de la vie qui se télescopent là, et donc on a une forme de vie de tous les jours qui tout d'un coup s'est trouvée quand même bouleversée. Hein, je crois que vous l'avez tous ressenti. Donc des liens dans l'espace public qui sont essentiels en fait à la vie sociale, hein, et qui se sont dissous, hein, parce qu'on ne pouvait pas donc avoir les mêmes contacts à l'extérieur, au café, etc. Donc il y a eu finalement une dissolution aussi de ce que c'est que la vie ordinaire. Et donc qu'est-ce que c'est que le care? C'est ce qui permet la préservation de ce fil de la vie ordinaire. Hein. Et donc, c'est cela, en fait, qu'on pourrait appeler la grammaire, hein, du care. Alors là, je parle en philosophe du langage, hein, puisque finalement, ce mot s'est imposé à tout le monde. Pourquoi? Parce qu'on s'est aperçu qu'on est tous dépendants des autres, hein, qu'on est tous aidés, donc que ce soit pour des besoins vitaux ou pour des besoins plus quotidiens. Et c'est pour cela que le deuxième mot dans mon intitulé, c'est vulnérabilité. Hein. Je crois que c'est un terme qui a pris un sens aussi très concret. Hein. C'est vrai qu'on parle souvent de vulnérabilité, mais très souvent, les vulnérables, c'est les autres. Hein. On va dire il y a des populations vulnérables, donc ça va être les vieux, les malades, les drogués, voilà, c'est catégorisé. Alors que ce que nous montre l'éthique du care, c'est que cette vulnérabilité, elle est partagée. En fait, tout le monde est vulnérable, y compris quelqu'un qui a l'air super autonome, l'homme d'affaires qui va voyager en business class, faire ses affaires et tout ça. Bon, je caricature, hein. Ou les femmes, hein, aussi qui travaillent, qui sont hyperactives, qui ont compris leur autonomie. Eh bien, toutes ces personnes ne vivent que parce qu'elles ont de l'aide, hein, donc y compris les femmes, hein, qui se sont
rendus autonomes et qui ont acquis leur place sur le marché du travail parce qu'elles ont pu laisser tomber un certain nombre de tâches ménagères. Et ces tâches ménagères, on sait très bien que ce ne sont pas du tout les hommes qui les ont prises en charge. La quantité de tâches prises en charge par les hommes n'a très très peu augmenté ces dernières décennies et pendant le confinement où apparemment ils se trouvaient à la maison aussi. Alors là, il n'y a eu aucune amélioration. C'est même assez extraordinaire. Donc c'est toujours les femmes qui ont assuré les tâches ménagères. Tout ça pour dire que dès lors que les hommes ne prennent pas leur part des tâches de care, eh bien évidemment c'est d'autres personnes qui sont recrutées pour accomplir ces tâches en temps normal. Là, ça a été fragilisé, mais en tout cas, la vulnérabilité, qu'est-ce que c'est ? C'est pas seulement une caractéristique de personnes vulnérables, c'est quelque chose qui caractérise tout le monde parce que personne ne peut vivre sans aide et que donc nous sommes tous vulnérables et tous dépendants. Et donc, cela signifie que cette vulnérabilité, elle est partagée. Elle est partagée et que c'est même cela aujourd'hui, et là c'est un changement théorique, c'est vraiment une sorte de bouleversement qui est certainement de toute façon présent, dont tout le monde se rend compte depuis quelques décennies, mais qui là est apparu à tout le monde, donc que l'humain, le vivant même, se caractérise par la vulnérabilité, alors que si vous avez suivi des cours de philo comme vous tous, on va vous dire ce qui va caractériser l'humain. Alors qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est la raison ? Est-ce que c'est la liberté ? Voilà, on essaye toujours de trouver des définitions, ou les droits aussi, enfin voilà, ou des définitions biologiques. Mais en fait, ce qui est central, c'est cette vulnérabilité. Et ça, c'est quelque chose que tout le monde, en réalité, a senti très fortement au moment où on avait peur de la maladie et qui est resté dans les consciences, puisque chacun sait que, en réalité, il y a une fragilité partagée des humains, et c'est aussi le moment où on a compris que cette fragilité des humains était liée aussi à une fragilité de l'environnement et de la planète, puisque on sait très bien aussi, et ça c'était un peu avant la pandémie, mais c'est vrai que c'est une prise de conscience qui a été simultanée, cette vulnérabilité, c'est aussi celle de la Terre, de l'environnement, et que nous sommes donc tous, c'est le titre d'un des livres que j'ai fait, mais ça m'a je ne mettrai plus ce titre-là parce que c'est pas très clair finalement ce qu'on entend par tous, quand on dit tous vulnérables, mais en tout cas, il y a cette dimension de vulnérabilité essentielle, partagée, généralisée. Et c'est cela qui est évidemment très, très, très important dans le care, parce que le care répond à la vulnérabilité. C'est toujours ça. En fait, il n'y a pas de care sans une vulnérabilité. Il y a une forme de complémentarité. Et donc là, c'est un terme qui est devenu, bien sûr, très, très central. Alors, bien sûr, cette vulnérabilité partagée, c'est pas parce qu'elle est partagée que c'est la même pour tout le monde. Et ça, c'est la deuxième prise de conscience que l'on peut avoir à propos du care, puisque, bien sûr, tout le monde est vulnérable, mais les personnes qui étaient, par exemple, dans leur résidence secondaire ou voilà, tranquilles chez eux, n'étaient pas du tout aussi vulnérables et exposés que les personnes qui devaient prendre les transports en commun pour aller, par exemple, faire du nettoyage, puisque c'était quand même une tâche extrêmement importante et assez dangereuse, ou pour aller s'occuper des malades. Bien sûr, là aussi, on sait que c'est quelque chose qui expose énormément. Et donc, ce qui est important quand on s'intéresse à la vulnérabilité, c'est à la fois de se rendre compte que c'est universel, que c'est vraiment dans la définition de l'humain, mais aussi que cette vulnérabilité, elle est très inégalement répartie. En fait, il y a des gens qui sont quand même plus exposés et plus vulnérables que d'autres. Dans les statistiques, on le sait très bien, que évidemment les victimes du Covid direct, ça a été plutôt des hommes, mais
les personnels hospitaliers donc, et toutes les personnes qui travaillent dans le domaine du care, donc étaient pour beaucoup des femmes, pour beaucoup en fait des personnes d'origine étrangère, racisées, et comme on le sait, aux États-Unis, la proportion de décès parmi les Noirs et les Hispaniques était donc beaucoup plus importante que parmi donc les autres, les Blancs. En France, on ne peut pas le savoir puisqu'on n'a pas on fait pas de statistiques ethniques, pour surtout pas... parce que comme tout le monde est égal, il ne faut surtout pas avoir des statistiques qui permettraient de mettre en évidence le fait que certaines personnes, la mortalité va être différente suivant les catégories, mais il y a eu malgré tout des enquêtes, comme vous le savez, sur le fait qu'en Seine-Saint-Denis, où il y a énormément de population immigrée et racisée, eh bien, il y a eu beaucoup plus de morts, plus de 50% par rapport à la moyenne nationale. Et bien sûr, ce sont les populations qui prenaient les transports en commun pour s'occuper aussi, donc le care, pour pratiquer le care auprès des populations à Paris notamment. Donc, tout ça pour dire que cette question de la vulnérabilité, elle est aussi apparue dans son caractère très profondément inégalitaire. Il y a une grande inégalité dans la vulnérabilité. Je parlais des questions d'environnement aussi tout à l'heure. Eh bien, vous savez très bien avec les questions de désastres climatiques, etc., qu'il y a des populations qui sont beaucoup plus exposées que d'autres aussi. C'est pour ça qu'on parle de justice climatique. C'est parce que la vulnérabilité est aussi extrêmement inégalement distribuée sur la planète. Donc là, on a des éléments qui peuvent vous faire comprendre en fait comment le care peut servir aussi d'outil de critique sociale et pas seulement, comme on l'a dit, une sorte de morale des bons sentiments et d'être gentil avec autrui, etc. C'est très important d'être gentil avec autrui. C'était très utile que l'éthique du care mette en valeur en fait ces attitudes morales, mais bien sûr, la question du care, elle est également sociale. Donc c'est aussi pour cela qu'on va dire éthique et politique du care. Là, il y a une vraie différence entre l'éthique et la politique, mais aussi un lien très fort. Donc l'éthique du care va valoriser certaines valeurs morales, effectivement, d'être attentif à autrui, mais évidemment, l'éthique du care va introduire des enjeux éthiques dans le politique, puisque le care renvoie à cette réalité qu'il y a des gens qui s'occupent des autres personnes. Et comme par hasard, ces gens vont être plutôt des femmes, plutôt des immigrés, des personnes racisées, et du coup, ces personnes vont aussi être particulièrement mal payées et extrêmement dévalorisées socialement, parce qu'on va considérer que c'est un travail que n'importe qui veut faire, parce que c'est un travail lié justement à des sentiments, de la gentillesse, etc. Donc il y a vraiment un piège aussi dans le care, et c'est très important d'arriver à analyser le care sans justement tomber dans ce piège, mais sans non plus dévaloriser le care, parce qu'il y aurait cette dimension sentimentale dans le care. Et donc le care renvoie du coup à une réflexion sur le genre, une réflexion féministe, et ça, on n'y peut rien du tout, c'est une vraie réalité, dans la mesure où ces professions de care sont en grande majorité assurées par des femmes, et que c'est parce qu'elles sont assurées par des femmes qu'elles sont dévalorisées, mal rémunérées, etc. Mais bien sûr, c'est aussi parce que c'est des professions dévalorisées, mal rémunérées, qu'elles vont être du domaine aussi qu'on va les réserver aux femmes. Donc il y a vraiment une sorte de circularité là qui est tout à fait essentielle dans l'analyse du care. Donc il y a une perspective qui est indissociablement éthique et politique, et qui renvoie aussi au monde, le monde du care, qui est un monde de la vie domestique au départ. Donc
le fait que le travail de care, au départ, c'est un travail qui est assuré à la maison par des femmes, bon, d'autres personnes, mais de façon, au départ, le travail domestique n'est pas rémunéré. Enfin, d'ailleurs, il n'est pas vraiment non plus maintenant, mais c'est vraiment parce que tout ce qui se passe dans le monde de la sphère privée va être considéré comme pas important, va être considéré comme n'ayant pas de pertinence aussi morale et politique. On ne va pas considérer que c'est une action morale que de passer l'aspirateur, par exemple. Si quelqu'un, si un médecin va sauver un patient, on va dire que là, il y a une forme d'héroïsme, il y a une dimension de dévouement moral aussi. Si quelqu'un change la couche d'une personne âgée, etc., on va trouver ça pas forcément héroïque en fait. Donc il y a vraiment une sorte de dévalorisation des activités de care parce qu'elles sont liées à tout un domaine que l'on peut considérer comme effectivement infériorisé et pas pertinent politiquement aussi. Alors que bien sûr, si on veut comprendre la notion de care, eh bien il faut arriver à prendre en compte cette dimension politique qui existe dans les échanges privés. Et c'est cela, bien sûr, qui est la source du féminisme aussi. Vous savez, le début du féminisme, ça a été de dire que le privé était politique, de dire qu'il y a des rapports d'égalité, de lutte à l'intérieur d'un foyer, dans la maison, dans un couple. Mais ça a été une revendication. Maintenant, c'est complètement évident. Il y a tous les travaux que vous connaissez. Il y a des ouvrages qui ont attiré l'attention là-dessus. Là, récemment, le livre de Mona Chollet, mais beaucoup d'autres qui disent que finalement, il y a des enjeux politiques dans les relations privées. Mais ça n'était pas du tout évident. Avant, on disait la politique, c'est la vie publique. D'ailleurs, on parle toujours du public de façon très positive. Et donc, la politique, c'est l'agora, c'est un domaine public. Donc, c'est le monsieur qui sort de la maison pour aller faire de la politique. Et pendant ce temps, donc, il y a quelqu'un à la maison qui s'occupe de lui faire manger, etc. C'est caricatural maintenant, c'est tout autre chose. Mais il y a vraiment, encore une fois, un enjeu, en fait, de la distinction entre le public et le privé. Il y a aussi, bien sûr, cette question d'une éthique qui serait attachée à cette dimension politique des relations familiales, et donc qui fait reconnaître que c'est pas seulement une question d'amour, d'affection dans la famille. Il y a vraiment des rapports de classe. Et puis, par ailleurs, l'éthique du care, c'est vraiment quelque chose qui va vous conduire à prêter attention aussi à ce qui se passe concrètement dans les relations entre les personnes. Et ça, c'est très important parce que quand on parle d'éthique et de morale en général, je ne suis pas venue faire un cours de philosophie, même si j'ai peut-être des anciens étudiants ici, je ne vais pas parler d'éthique de façon générale, puisque là, ça serait... toute l'heure y passerait, mais très souvent, on va considérer que l'éthique, la morale, c'est des règles générales qu'on va ensuite appliquer à des situations particulières. Donc, il ne faut pas voler, il ne faut pas tuer, etc. Et puis ensuite, on voit la situation où on se trouve et on essaye d'appliquer ces principes. C'est une vision très caricaturale de l'éthique que je présente là. Mais c'est pour vous montrer que l'éthique du care, c'est tout le contraire. C'est-à-dire qu'on va partir des situations particulières, des contextes où on se trouve. Donc c'est vraiment l'approche que vous pouvez avoir avec vous, avec vos objets. Et donc ces situations particulières, c'est elles qui vont en fait vous fournir votre morale. D'accord ? C'est vraiment à partir des détails spécifiques de la vie que on va en fait arriver à produire la morale. Et donc il y a le refus dans l'éthique du care
il y a vraiment le refus d'une approche abstraite, généraliste en morale. Et c'est pour ça que moi-même, je suis intéressée à l'éthique plutôt du point de vue, par exemple, de la littérature, du cinéma, des séries télévisées, parce que ça me permettait de définir la morale, mais plutôt à partir des façons d'être des personnes, des situations, de comment en fait ils vont se présenter et agir dans telle ou telle situation, et pas du tout avec des discours extrêmement généraux. Et donc, la personne qui a lancé cette question de l'éthique du care aux États-Unis, qui s'appelle Carol Gilligan, qui a écrit ce livre qui s'appelle Une voix différente, justement, elle est vraiment partie aussi de cas particuliers pour essayer de comprendre en fait comment est-ce qu'on arrivait à mettre en avant donc cette éthique du care. Et donc l'éthique du care, donc c'est une transformation éthique, c'est aussi une transformation politique, je vous le disais, et c'est aussi une transformation sociale. C'est vrai que la prise en compte de l'importance du travail de care, c'est vraiment quelque chose qui transforme en fait notre façon de voir la société, puisque il y a un moment où on a dit pendant la pandémie, je reviens toujours à ce moment-là, puisque il y a une femme politique, c'est Christiane Taubira, qui a dit en fait la société elle tient justement avec toute cette activité de care. Elle disait que c'est une bande de femmes qui permet de tenir la société. À un moment où bien sûr on voyait que des hommes à la télévision, dans les conseils scientifiques, etc. Donc il y a eu vraiment une forme d'absurdité, d'aberration, dans la mesure où on avait une sorte de très forte visibilité politique des hommes, au moment même où on comprenait que beaucoup de femmes faisaient tenir, en fait, permettaient à la vie ordinaire de se maintenir et à la société d'avancer, de continuer à survivre. Et donc, ce qui est vraiment important quand on réfléchit au care, c'est de se rendre compte que l'ensemble de nos activités, la société en tant que telle, va être dépendante de tout ce travail-là, et que c'est un travail qui est essentiellement invisible, invisibilisé. Et quand on commence à s'intéresser au care et à prendre conscience de cela, c'est vrai qu'on s'aperçoit, moi, je pense que les nouvelles générations sont différentes, mais moi, je trouve assez extraordinaire l'invisibilité des gens. Par exemple, vous êtes au restaurant, puisque maintenant on peut y retourner, les gens ils mangent, mais la personne qui les sert, ils vont même pas y faire attention, c'est comme si c'était un robot, ils vont pas dire merci. Enfin, il y a vraiment une façon de ne pas voir les personnes qui balayent, les personnes qui servent, tout le travail de care, par définition, il va être invisibilisé. Et donc, pareil, même dans les hôpitaux, les gens vont parler aux médecins, par exemple, mais s'il y a une aide-soignante ou quelqu'un de la logistique qui nettoie, ils vont jamais dire bonjour, etc. Il y a une absence totale, en fait, de la reconnaissance de ce travail-là. Mais c'est pas seulement la reconnaissance politique, financière, etc., mais c'est vraiment juste la reconnaissance au sens de la visibilité. Et donc, c'est très important de se rendre compte que cette invisibilité sociale, elle est fondée, en fait, sur une sorte de dévalorisation d'un travail qui pourtant est essentiel. Et là, c'est là que je dis régulièrement que finalement, il y a une forme de paradoxe total et qu'on marche sur la tête, d'une certaine façon, puisque chacun dit que le travail de care, c'est très important. Chaque personne a des parents ou des grands-parents qui sont soit dans des institutions, soit qui ont des auxiliaires de vie qui vont s'occuper d'eux. Et donc, chaque personne aussi peut avoir à un moment besoin d'être à l'hôpital, ou beaucoup de gens ont des enfants qu'ils confient à l'école. Donc, en réalité,
ce travail, tout le monde dit que c'est essentiel. On a des discours politiques qui vont l'affirmer. Mais on va, en fait, pas du tout rémunérer ce qui est essentiel. Donc, en fait, ce qu'on considère comme étant le plus important, on va, en fait, le traiter comme si c'était le moins important. Et là, il y a cette structure de la société qui est vraiment déséquilibrée, puisque la société va, dans son ensemble, finalement, négliger ce qui lui permet de vivre. Et donc là, il y a un problème que je pense vraiment politique fondamental. Et ce problème est dû au fait que les personnes qui devraient en fait prendre des décisions dans ces domaines-là ne sont pas impliquées et donc n'ont pas du tout la parole pour décider finalement qu'est-ce qu'il faudrait faire pour faire avancer la situation des travailleurs du care. Et d'ailleurs, si on pense à ce qui s'est passé pendant le confinement, vous voyez, il y avait toutes sortes de conseils scientifiques qui décidaient de ce qu'il fallait faire. Bon, heureusement, c'est terminé, mais ces conseils n'avaient jamais parmi eux d'infirmières, de personnel de care. C'était toujours des personnes très éloignées du terrain et des personnes qui étaient réellement exposées. Et donc, ce qui me frappe maintenant dans la notion de care, c'est à quel point on a aussi oublié cette période-là et comment on est revenu finalement à une forme de négligence par rapport à ces personnes. Et la question, évidemment, elle est politique. Là encore, j'ai été très frappée, même s'il n'est pas encore sorti. J'ai eu l'occasion de voir en avant-première un film de François Ruffin qui s'appelle Debout les femmes. Il y en a qui l'ont déjà vu ou pas? Peut-être pas. Non, parce que mais il sort la semaine prochaine. Et je ne vais pas faire de spoilers parce que je sais que tout le monde a très très peur. A très peur des spoilers. Mais je voulais simplement dire que dans ce film, François Ruffin décide simplement de suivre un certain nombre de femmes qui ont ces boulots-là. Donc, auxiliaires de vie, femmes de ménage à l'Assemblée, donc c'est pas n'importe quelle femme de ménage. Auxiliaires de vie à Amiens, des accompagnantes d'enfants handicapés aussi. Donc, c'est ces trois catégories. Donc, les accompagnants d'enfants handicapés, c'est des professions aussi qui sont extrêmement précieuses parce que personne d'autre peut le faire, mais qui sont aussi complètement maltraitées, sous-payées, etc. Et donc, ça m'a intéressée parce que lui-même, finalement, bon, évidemment, c'est quelqu'un qui a une conscience sociale, mais il ne s'était pas du tout rendu compte du degré, en fait, de misère, de désespoir de ces professions-là, alors que il y a beaucoup de professions très, très difficiles, mais c'est des professions dont tout le monde dit « Ah, ben c'est super, très important, etc. » Et en réalité, ces femmes qui exercent, par exemple, le métier d'auxiliaire de vie, eh bien, c'est des personnes qui vont aller préparer un repas pour une personne, ensuite se déplacer, aller le faire pour une autre, revenir faire la toilette de la personne, repasser. Donc elles vont, quand c'est en région, elles vont faire tout le temps des trajets en voiture à peu près à leurs frais, et quand c'est dans des villes, elles vont être dans les transports en commun. Et ces personnes donc ont des journées absolument énormes, partant à 6 heures du matin et rentrant chez elles à 9 heures du soir, des semaines de 50 heures de travail au moins, et sont payées entre 600 et 800 euros par mois. C'est quand même ça les salaires. Et pourquoi? Parce que en réalité, donc la rémunération ne porte que sur le temps passé à faire une toilette ou je sais pas quoi, mais tout ce qui est entre les trajets et déplacements n'est pas pris en compte. Même chose pour les femmes de ménage. Alors, j'insiste là-dessus parce que ça a l'air des détails, mais le care, c'est justement faire attention aux détails. Les femmes de ménage,
C'est la même chose, c'est-à-dire qu'elles vont être payées pour faire, je sais pas, 1 heure de ménage le matin, 1 heure le soir, et elles devront être là, voilà, entre les deux, elles ne seront pas payées, d'où la rémunération. Et donc c'est cet éclatement du travail, donc de toutes ces tâches de care, qui vont être justement, non pas considérées comme un métier, comme, je sais pas, comme on est enseignant, c'est vrai qu'on a de la chance, puisqu'on est payé tout le temps à peu près, pas tout le temps, mais pas seul. Ça dépend lesquels. Enfin, pas seul, pas. Oui, c'est vrai. À la pièce aussi. Donc c'est pareil. En tout cas, du coup, même si c'est une situation différente, être enseignant et faire du travail de care, le problème c'est vraiment le même. C'est-à-dire que c'est vraiment ce qui est au cœur du capitalisme. C'est pas du coup surprenant que Ruffin traite ça après avoir traité de la finance dans Merci Patron. Il va parler du travail de care parce que c'est vraiment comme cela que la société fonctionne, c'est-à-dire en payant le moins possible toutes les personnes dont on peut réduire les tâches à certains moments, puis pendant le reste du temps, peu importe. Il y en a peut-être qui ont vu le très beau film de Ken Loach, qui était là-dessus, en fait, qui s'appelle Sorry I've Missed You, qui raconte l'histoire de quelqu'un, je crois, qui perd son travail, qui décide de travailler pour une plateforme donc qui devient ubérisée, quoi, et dont la femme, du coup, est obligée de vendre sa voiture alors qu'elle elle s'en servait pour aller justement voir des patients parce qu'elle est auxiliaire de vie. Et c'est là que commence, en fait, vraiment la catastrophe totale pour ces personnes. Donc, Ken Loach aussi a dénoncé ça. Et donc, je pense qu'il y a là l'émergence d'une classe extrêmement défavorisée et qui, évidemment, ne peut pas non plus s'organiser politiquement, hein, puisque, par exemple, les nounous à domicile, hein, si on veut analyser leur situation, eh bien, on voit que, à part sortir pour emmener les enfants au square, ils ne peuvent pas vraiment voir d'autres personnes, donc il n'y a pas d'organisation sociale aussi ou syndicale pour ces professions-là. Et donc là, il y a vraiment une forme d'injustice, d'inégalité fondamentale et qui est structurelle, en fait, à toutes ces tâches. L'autre élément d'injustice fondamentale qui a été vraiment noté aussi par toutes les personnes qui travaillent sur le care, hein, et là, je parle en particulier de John Tronto et de Harley Hochschild, hein, donc personnes qui ont beaucoup travaillé sur le care, mais vu pas seulement au plan national, puisque là j'ai beaucoup parlé de la France, hein, mais au plan global. Hein. Donc Harley Hochschild a écrit un livre qui s'appelle Global Woman, justement, et elle s'est intéressée à la circulation des femmes dans le monde entier. Et je crois que c'est vraiment aussi quelque chose dont qu'il faut connaître dès lors qu'on s'intéresse au care, hein, puisque maintenant la question du care, elle est globale. Hein, je terminerai là-dessus. Hein, j'ajouterai un mot sur les séries télé parce qu'il faut, mais sinon, je voulais parler malgré tout de toute cette question. Pourquoi le care est invisible? C'est évidemment parce que c'est négligé, parce qu'on n'y accorde pas suffisamment d'importance, mais c'est aussi parce qu'il y a une forme de circulation globale du travail de care, ce qu'on appelle aussi le care drain, hein, comme on parle de fuite des cerveaux, on parle de fuite du care. Et donc, ce qui se passe, j'évoquais tout à l'heure la situation du monde occidental, où effectivement, les femmes ont accès, surtout en France, hein, c'est une très, très bonne chose aussi, hein, parce que si vous regardez même dans d'autres pays, comme en Allemagne, en Italie, c'est pas du tout pareil. Donc, les femmes ont accès au marché du travail, donc on a vraiment une égalité, une revendication au moins d'égalité plus forte. Dans nos pays, mais en réalité, le sale boulot que ces femmes ne veulent et ne peuvent plus faire, et à raison, en fait, c'est d'autres personnes et d'autres femmes qui vont le faire, et en particulier donc des femmes venant d'autres pays. Donc en France, c'est beaucoup les nounous africaines, par exemple. Donc chaque pays a ses ressources, hein, ses ressources humaines, hein, dans d'autres pays. Au Japon, c'est les Philippines. Enfin voilà, il y a
aux États-Unis, c'est souvent des Asiatiques ou il y a vraiment, ça a été étudié justement par Hirschfeld et Elena Hirata, qui est une sociologue française, dont vous avez sûrement trouvé aussi les œuvres. Donc il y a cette espèce de circulation globale des femmes qui vont en fait laisser leur pays et leur famille en fait pour venir s'occuper des enfants, des personnes âgées dans les pays occidentaux. Et ça, c'est un phénomène majeur, puisque depuis quelques années, le nombre de migrations professionnelles par les femmes a dépassé largement celui des hommes. En fait, on parle souvent, quand on parle d'immigration, on croit que c'est les hommes qui vont aller travailler dans le bâtiment, pas du tout, puisqu'on n'en veut plus, visiblement. Donc c'est les femmes. Et c'est vrai que là, il y a des situations qui sont vraiment dénoncées par Harley Hirschfeld comme des formes, bon, évidemment, postcoloniales, hein, ça c'est évident, hein, puisque c'est la forme, ça va apprendre, mais même des formes d'extractivisme, d'exploitation des ressources, sauf qu'on n'exploite pas seulement les ressources minières des pays, on va exploiter leurs ressources humaines en utilisant des personnes pour les faire venir exercer donc le travail de care dans nos pays. Et donc, évidemment, c'est quelque chose qui va avec la dévalorisation de ce travail, puisque tout ça, c'est quelque chose qu'on ne veut surtout pas voir, et de même qu'on ne veut pas voir les inégalités environnementales, qu'on ne veut pas voir les inégalités globales majeures. Là aussi, il y a un élément d'inégalité extrêmement fort avec donc cette fuite du care dans ces pays, puisque par exemple, vous savez très bien qu'en France, beaucoup de médecins, puisqu'il n'y a pas assez de médecins, je ne comprends pas trop comment ça marche, beaucoup de médecins viennent des pays des pays d'Afrique du Nord, par exemple, ou des pays de l'Est aussi, hein, d'ailleurs. Enfin, et évidemment, c'est une très bonne chose en soi qui est l'immigration, mais c'est du soin qui est enlevé en fait à ces pays-là. Donc il y a aussi, en plus des autres inégalités, il y a vraiment une inégalité dans le care. Hein, et c'est cela, évidemment, que je voulais souligner dès lors qu'on veut vraiment voir ce que Hirschfeld appelle les chaînes, hein, toutes les chaînes du care. Hein, il y a vraiment un ensemble de chaînes du care avec des femmes qui vont partir d'un endroit, laisser leurs enfants à une autre femme qui elle-même devra du coup aussi moins s'occuper de ses enfants, etc. Et ces femmes viendront travailler donc soit dans les EHPAD, soit à domicile, donc dans les pays occidentaux. Donc je crois que là on a aussi affaire du coup à un phénomène que je trouve peut-être pas suffisamment, enfin on le sait plus ou moins, hein, mais il n'est pas du tout certain que ça soit suffisamment compris et connu. Après, les seuls cadres où j'ai vu finalement une représentation de ces situations, hein, c'est bien sûr dans ces livres sur le cas et dans des documentaires, mais parfois en fait au cinéma, hein, heureusement, hein, souvent une représentation de ces situations au cinéma, dans des séries aussi, où on va avoir une description de ces itinéraires, là, des migrations féminines. Alors juste un dernier mot, même si j'aurais préféré avoir une transition un peu plus élégante, vu que je vais parler de sujets qui peuvent paraître futiles, heureusement qu'ils ne le sont pas, à savoir justement cette question des séries télévisées, pourquoi je m'y suis intéressée, et effectivement dans mon livre Nos vies en série, il y a vraiment beaucoup d'analyse de la façon dont le travail de care a été représenté, heureusement d'ailleurs, au cinéma et dans les séries télé, et peut-être encore plus dans les séries télévisées, pour des raisons assez évidentes, puisque comme vous le savez, les séries télévisées, au départ, c'est de la télévision, comme leur nom l'indique. Il faut le rappeler, puisque maintenant, les gens regardent les séries sur leur téléphone, dans le métro, ou sur leurs ordinateurs.
le seul endroit où on ne regarde pas pour le moment, c'est au cinéma. Donc, voilà. Ce qui est dommage, parce que quand on le fait, quand on veut projeter, quand on projette des séries sur un grand écran, c'est souvent très beau, donc c'est dommage. Mais en tout cas, les séries télévisées, c'est vraiment quelque chose qui est inhérent au médium télévision, à l'objet, en tant qu'objet domestique. C'est vraiment quelque chose qui était regardé à la maison, souvent d'ailleurs par des femmes, par les ménagères, donc on est toujours dans le même thème. Et du coup, c'est pour cela qu'on considérait que c'était un matériau absolument méprisable, pas intéressant, etc., puisque c'était les soaps ou les feuilletons que donc des femmes regardaient. Et il y a eu une évolution très, très nette des séries télévisées à partir de la fin des années 80, puisqu'il y a eu vraiment des séries qui ont été beaucoup plus soignées, de meilleure qualité. Voilà, des séries comme New York Police Blues, par exemple. Là, je parle vraiment, je montre mon âge, je suis désolée. Non, mais je ne sais pas qui a vu cette série. Mais c'était vraiment une des premières grandes séries de qualité. Les séries de Steven Bochco, justement, dans les années 90, ont vraiment commencé à révolutionner le genre. Donc, également Hill Street Blues, je crois que ça s'appelle Capitaine Furillo. Enfin bon, voilà, il y a un certain nombre de séries qui ont commencé à faire bouger, en fait, ce genre et à changer de cible, puisque bien sûr les séries policières étaient regardées plus par des hommes, mais ce qui a vraiment modifié les choses dans le domaine des séries, c'est pour ça que c'est un bon exemple sur le cas, c'est la série Urgence, en fait, IA, qui a commencé en 1994, donc Michael Crichton, et c'était une série qui, donc bien sûr, portait sur la vie quotidienne d'un hôpital, mais surtout, c'est une série qui était beaucoup plus exigeante, en fait, que ce qu'on voyait précédemment, puisque elle plongeait directement, en fait, le spectateur dans une situation qu'il ou elle comprenait pas, maîtrisait pas vraiment. Donc vous arrivez, puis vous entendez plein de mots techniques. Alors après, tout le monde connaissait le vocabulaire médical grâce à Urgence. Donc il y a une sorte d'éducation qui était faite par la série, et donc on se trouvait pris dans un monde qui finalement était où on apprenait comme si on était plongé réellement dedans. Alors que dans d'autres séries, si vous regardez, on essaie plutôt de vous expliquer, de vous présenter les choses de façon un peu lourdingue, etc. Donc cette série, elle portait aussi évidemment sur le care, puisque c'est une série médicale, donc elle portait bien sûr sur des situations médicales, soigner des gens, voilà, des suspens, donc sur la guérison d'un tel ou tel, mais c'était aussi bien sûr une série ancrée sur le care en un autre sens, puisqu'elle était fondée sur l'attachement qu'on avait pour des personnages et le fait qu'on se souciait aussi des personnes auxquelles on s'attachait à long terme. Donc, puisque Urgence, c'était quand même 15 saisons que j'ai tout vu. Ça passait en plus sur la deuxième chaîne, etc. De façon régulière, puisque c'est pour ça que j'ai écrit sur les séries et le care. J'ai fait ces petits articles en particulier sur le care en série en confinement, parce que les séries, du fait que elles, en tout cas dans leur mode plutôt classique, donc les séries, on envoyait un épisode par semaine, on attendait les saisons, les épisodes, donc il y a une espèce d'inscription dans le temps qui va finalement créer justement un attachement, un care pour les personnages. Mais également, la série va aussi, en vous proposant ce rendez-vous hebdomadaire, va prendre soin de vous aussi, mais aussi en représentant le care, en faisant vraiment un objet valorisé. Et donc là, il y a eu vraiment des étapes extrêmement importantes, et elles sont
inhérente à la forme même esthétique de la série, qui au départ est effectivement quelque chose qu'on va voir de façon régulière chaque semaine, et puis chaque année on attend le retour de la saison. Comme vous le savez très bien, puisque vous n'avez peut-être même pas connu cette époque dont je parle, bien sûr maintenant on regarde les séries autrement. C'est vrai que il y a eu bien sûr le moment où on a eu par exemple des coffrets de DVD, on pouvait regarder toute une saison d'un coup d'une série qu'on n'avait pas vue à la télévision. Là c'est vraiment rétro, mais je vois qu'il y a une ou deux personnes qui voient de quoi je parle. Moi j'ai encore plein de coffrets à la maison et tout le monde se moque de moi. Il y avait encore un objet, ça pouvait être mis représenté dans un objet qu'on pouvait offrir, etc. Il y a eu effectivement cette possibilité de tout voir d'un coup, ce qu'on appelle aussi binge watching, etc., qui a changé les choses, mais pas de façon si fondamentale, puisque quand quelqu'un est vraiment attaché à une série, et que cette série, elle passe toutes les semaines, en fait, on va revenir au mode de vision classique. Et quand Game of Thrones passait, et ça je sais comment vous savez de quoi je parle, même si les gens ont téléchargé et que ça passait sur HBO, en réalité, les spectateurs attendaient chaque semaine de voir l'épisode de Game of Thrones. Donc quand il y a un attachement à une série, on va vraiment revenir à cette modalité-là. Et donc la modalité qui consiste à avoir plein d'épisodes d'un coup, elle n'est pas la seule. Elle est liée peut-être à la forme maintenant qui s'est imposée dans les séries, qui va être plutôt la mini-série, puisque dans ce cas-là, quand il y a 7-8 épisodes, c'est calculé pour faire un week-end, en débordant sur le lundi pour prolonger le week-end. Mais bon, en tout cas, c'est vraiment un mode de vision spécifique, mais les séries où il y a effectivement plusieurs saisons, plus d'une, et sur plusieurs années, on va en fait garder cette espèce d'attachement au personnage sur plusieurs années, qui est vraiment la dimension care de la série. C'est vraiment cette... et donc, maintenant, c'est vrai qu'on n'a plus... on n'a plus beaucoup de séries comme ça au long cours avec cet attachement au personnage. Donc ce care, il est peut-être un peu différent, mais il y a certaines séries, il y a des séries qui continuent comme The Walking Dead, mais c'est bientôt terminé. Je ne me perdrai pas de temps à vous expliquer que cette série a quand même parfois à voir avec le care, mais c'est parce que ça ne se défend pas. Mais en réalité, oui, parce que les personnages prennent vraiment soin les uns des autres, malgré tout. Donc c'est ça le moteur. Mais sinon, c'est vrai que on a moins de séries qui continuent. Alors ce qui a été frappant pendant le confinement, donc j'en finis par le confinement, comme j'avais commencé par cela, tout d'un coup, beaucoup de gens qui se sont retrouvés un peu désœuvrés, surtout la première année, parce que la deuxième était plus stressée, mais ils se sont mis à regarder plein de séries qu'ils n'avaient pas vues. Il y a eu un grand rattrapage, et c'est intéressant, puisque apparemment, on pourrait se dire que les séries, c'est quelque chose qui est qu'on va pas, qui constitue pas un vrai patrimoine, en fait. C'est difficile de dire aux gens allez voir The Wire. Moi, si je dis allez voir à la Maison Blanche parce que c'est une série géniale, personne n'aura le temps d'aller voir à la Maison Blanche. Alors si je dis d'aller voir un film, en général les étudiants ils iront voir le film pour la semaine suivante. Et donc je me disais, finalement, ces séries magnifiques, même moi, j'ai pas le temps de les revoir. J'ai pas le temps de revoir Mad Men, urgent. Donc The Wire, quand même, parce que c'est tellement culte, il faut revoir ça régulièrement. Et là, tout d'un coup, il y a eu peut-être la mise en place d'une forme de patrimoine où les gens se sont mis à voir des séries. Et là, il y a eu vraiment un changement culturel, il me semble. Et l'autre changement culturel, c'est comment les séries, d'une certaine façon, se sont mises à prendre soin de leurs spectateurs. Et j'en prends un exemple dans cet article sur le care en série. Je pensais à la série En thérapie. Parce que la série En thérapie était une sorte
de rendez-vous. Donc évidemment, en plus c'était une psychanalyse, donc c'est assez facile, de rendez-vous du spectateur qui avait besoin finalement de retrouver ce personnage, de retrouver ce contexte. Et donc bien sûr la série prenait soin de ces personnages, hein, le psychanalyste s'occupait des personnages, mais de nous aussi, hein, parallèlement. Hein. Et donc là, on a eu vraiment des phénomènes extrêmement intéressants au plan de l'attachement à ces séries. Il y a eu aussi plusieurs séries très importantes qui se sont terminées pendant cette période-là. Hein. La série Homeland, la série Le Bureau des légendes, donc des séries qui étaient consacrées malgré tout à l'insécurité, hein, à la fragilité. Donc du coup, on revient à la vulnérabilité du monde et comme si finalement, là, on était arrivé au bout de nos possibilités en matière de solutions pour prendre soin des personnes. Donc, vous voyez, cette notion de care, elle se retrouve dans toutes sortes de contextes et de situations qui sont très centrales pour nous. Et c'est pour ça que j'ai voulu vous faire un petit tableau, voilà, un peu dispersé peut-être, mais de toute façon, je pense que vous aurez des questions, j'espère, hein, puisque j'ai pas pu approfondir un certain nombre de points. Donc, merci beaucoup. Peut-être qu'il va y avoir des questions, je suppose, enfin du moins je l'espère, mais peut-être je me permets d'ouvrir le bal et voilà, commencer. D'abord, merci infiniment pour cette présentation. Je crois que l'idée aussi de ces séminaires, et là je m'adresse aux étudiants de l'école, on est une école d'architecture intérieure, et je vais commencer par une remarque, avant peut-être une ou deux questions. C'est une école de concepteurs, vous êtes amenés à concevoir des espaces. Et en fait, dans ce que vous disiez, Sandra, vous avez parlé de l'attention aux détails. Alors c'est un terme qui revient sans cesse dans le projet d'architecture intérieure comme de design. Et puis, cette idée que finalement, vous parlez de choses qui deviennent invisibles. Et quelque part, le créateur, le concepteur, le designer, mais c'est aussi le cas du plasticien finalement, c'est aussi de rendre visible l'invisible, quelque part. Alors, avec ses outils, avec vos outils. Mais du coup, là, il y a quelque chose d'intéressant. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose d'invisible, à un moment donné, votre rôle et votre job, c'est peut-être de le révéler aussi, un travail de révélateur. Et du coup, ça prend une force particulière ici. Et je pense à certains travaux d'étudiants, entre autres, puisqu'on est quand même, on met en place une véritable action autour du care en général, très axée sur la santé pour l'instant, mais là, on voit bien que ça ouvre plein de choses. Et puis, alors moi, j'avais deux questions. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous disiez sur la vulnérabilité. Finalement, on a tous partagé cette fragilité. On s'est tous retrouvés vulnérables du jour au lendemain. Est-ce que quelque part, est-ce que c'est quelque chose, à votre avis, d'ancestral, c'est-à-dire qui remonte à la nuit des temps, c'est l'état humain, en fait, et on l'a oublié, c'est-à-dire qu'on s'est cru invincible? Ou est-ce que c'est une situation qui était plus conjoncturelle, plus inscrite dans le temps? Et ça, c'est une première question. Et donc, est-ce que c'est le résultat d'une évolution et que finalement, on s'est mis nous-mêmes dans une situation d'hyper-vulnérabilité, peut-être plus qu'on ne l'était il y a quelques millénaires? En tout cas, voilà, est-ce qu'on a une idée là-dessus? Et puis, vous avez parlé des chaînes, les chaînes du care, c'est-à-dire cette espèce d'engrenage infernal. Alors c'est drôle parce qu'en vous écoutant, je pensais à Madame Traoré qui doit descendre des étages et qui va bientôt arriver dans la bibliothèque parce qu'elle fait le ménage tous les soirs. Et je suppose qu'elle est exactement dans la situation que vous décrivez. Comment on peut casser ces chaînes? Au-delà de la question purement politique, est-ce que c'est une responsabilité individuelle, totalement collective, et est-ce qu'il y a moyen de casser ces chaînes? Deux petites questions. C'est d'énormes questions, mais je suis très contente de les entendre parce que, en fait, c'est vrai que ce qui est essentiel pour la notion de care, c'est le détail. En fait, je n'ai pas prononcé ce mot, alors que je crois que c'est vraiment la base, parce que le détail, c'est très souvent ce à quoi on ne fait pas attention, hein, ça se définit comme ça.
alors que bien sûr, si on a vu ce détail, c'est qu'il est important, hein. Donc le détail, c'est central dans l'attitude de care. C'est pour ça que, par exemple, quelqu'un qui se souvient combien de sucre vous prenez dans votre café ou pas du tout, ça c'est un détail, mais c'est ça qui va montrer que la personne se soucie de vous. Donc ça, c'est des personnes. Mais bien sûr, en architecture, dans l'organisation de l'espace et des détails justement qui vont permettre une fluidité ou une aide, c'est ça qui va être essentiel dans vos domaines. Et donc, quand on parle de détails, je crois que c'est ça qui distingue détail et ornement, hein. C'est très intéressant cette notion d'ornement, parce que c'est vrai que l'ornement peut aussi être quelque chose qui prend soin, bien sûr, hein. Au contraire, il y a une forme de... l'esthétique prend soin. Donc, dans un bel environnement, bien sûr, c'est aussi quelque chose qui prend soin, mais le détail, c'est vraiment tout à fait essentiel, puisque l'éthique du care, c'est une éthique d'attention aux détails des façons d'être des personnes, hein. C'est vraiment ça qui va être central. C'est pour ça que les séries, le cinéma, c'est un matériau incroyable pour étudier le care, parce que le care, c'est finalement s'occuper de ces détails, de la personnalité des gens, de leur façon de parler, etc. Donc c'est vraiment une conception de l'éthique qui va être centrée sur ces petits détails. Et détailler, c'est justement scruter, regarder en détail. C'est vraiment ça, l'attention, hein. Faire attention, c'est forcément quelque chose qui a à voir avec le détail. Donc ça, c'est bien sûr la première question. Après, la question de la vulnérabilité, est-ce qu'il y a un surplus de vulnérabilité donc maintenant, par rapport à autrefois, c'est sûr que c'est une vraie question. C'est maintenant qu'on va parler de vulnérabilité. Et cette vulnérabilité, c'est vrai que le care permet de l'interpréter en termes de dépendance, en fait. Alors que c'est vrai qu'on est vraiment les uns et les autres attachés à notre indépendance, hein. C'est une valeur première, hein. C'est vrai que même si là vous dites c'est super, la vulnérabilité, c'est vrai, si on vous demande ce que vous voulez être, c'est pas vulnérable, ça va être indépendant, autonome, fort, aimé, sympa, enfin voilà. Donc c'est pas... finalement, il y a une volonté d'indépendance, hein, et l'idée de reconnaître ce qui nous lie aux autres, hein, donc toute cette notion du lien, hein, justement, eh bien, c'est quelque chose qui est vraiment essentiel. Et je crois que, évidemment, hein, il y a une vulnérabilité plus forte parce qu'il y a plus de liens aussi, il y a plus de dépendance. Chacun est dépendant de beaucoup plus de choses et de personnes. Les liens, ne serait-ce qu'à travers Internet, les réseaux, etc., on est lié à énormément de personnes. Donc, regardez combien de temps vous passez à répondre à des emails maintenant par rapport à il y a quelques années, par exemple. Donc il y a des liens qui vont être pas forcément très forts, mais qui existent. Donc, et c'est tous ces liens, d'ailleurs, aussi de la vie sociale, hein. Je ne parle pas des liens sur les réseaux, puisque ceux-là, ils se sont poursuivis pendant la pandémie, mais sinon, beaucoup de liens ont été cassés, en fait, les liens qui sont plutôt ceux des relations en public, hein, mais de toute façon, on est en effet, je crois, dépendant de plus en plus de techniques et de personnes, et je pense que c'est ça qui va effectivement rendre extrêmement vulnérable, hein, rendre la société vulnérable, mais surtout, on va être dépendant de toutes sortes de personnes qui elles-mêmes aussi, hein, on parlait des scènes du care qui sont vulnérables. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est aussi très central. Et je crois qu'il y a une troisième question, ou ça c'était la deuxième, pardon, je suis... voilà. Oui. Oui, c'est vraiment ces chaînes du care qui caractérisent la société, hein, globale d'aujourd'hui. Et bien sûr, hein, qu'il faudrait briser ces scènes dans la mesure où il y a
elle symbolise une inégalité radicale et finalement aussi c'est quelque chose de profondément antidémocratique aussi, hein, puisque finalement on est dépendant de toutes sortes de personnes qui sont sur un territoire et qui elles-mêmes n'ont absolument rien à dire sur, politiquement sur ce qui s'y passe. Hein. Donc ce que dit John Tronto en particulier dans ses derniers livres, c'est que en fait c'est les personnes les personnes qui assurent le Caire devraient automatiquement être considérées comme des citoyennes du pays, hein, puisque finalement c'est elles qui permettent que les gens y vivent. Et donc il y a vraiment un déni aussi politique et de citoyenneté dans ces chaînes de Caire. Donc il y a eu depuis un moment une forme de prise de conscience, hein, et là aussi dans les nouvelles générations. Donc je trouve ça extrêmement positif, hein, que les gens ne veulent pas, par exemple, porter des vêtements qui ont été fabriqués par des enfants. C'est un réflexe moral maintenant qui est banal. Mais pourquoi ? C'est parce que effectivement il y a ce refus de cette inégalité qui va faire que des personnes dans certains pays vont travailler pour vous. Hein. Bon, que ce soit les enfants, c'est encore pire, mais en réalité, c'est ça, les chaînes du Caire. Hein. C'est finalement se considérer comme responsables donc des personnes qui elles-mêmes produisent, travaillent pour vous et reconnaître en fait ce qu'elles font. Et donc, je parlais des vêtements, hein, c'est un exemple très connu, hein, puisque c'est vraiment au départ aux États-Unis la réflexion sur la responsabilité. Le Caire, c'est parti d'étudiants qui avaient, qui refusaient de porter des vêtements fabriqués dans des conditions épouvantables. Je crois qu'on fait de plus en plus attention à ça, mais même chose, je sais pas, quand on mange une banane, si on sait qu'elle a été produite, bon, pas seulement dans des conditions écologiquement douteuses, mais qu'en plus avec effectivement dans des conditions d'exploitation, etc. C'est vrai qu'on va être forcément plus attentif à ça. Et souvent, des gens vont considérer que c'est un peu de la bonne conscience et un peu naïf, mais pas du tout, bien sûr, puisque ça veut simplement dire que ces chaînes-là, c'est aussi des chaînes de responsabilité. Hein, donc et on est responsable des gens par le fait d'être en relation avec ces gens. Et c'est aussi pour cela, ça répond aussi à ta deuxième question, puisque on est plus vulnérable parce qu'on est dépendant de l'action de plus de gens, hein, finalement, de l'action, des produits aussi, enfin de beaucoup de choses. Donc bien sûr on est extrêmement vulnérable, mais que le monde entier est vulnérable, puisque en étant vulnérable, on est dépendant de toutes sortes d'autres personnes qui vont être dans des situations que si on les connaissait, on n'accepterait pas. Et donc c'est cela en fait la question des chaînes. Hein. C'est vraiment donc un autre nom des personnes qui travaillent sur le Caire, puisque le mot est plus tellement suffisant, c'est de parler de responsabilité relationnelle, hein, du fait d'être responsable parce qu'il y a un lien. Et donc de comprendre finalement tout ce dont on dépend. C'est mieux. Sur la question de la vulnérabilité, donc je suis Manolita Philippi, donc j'enseigne l'électif CARE depuis l'an dernier, donc c'était une première. Suite... Non, si, on apprend toujours et encore avec grande humilité. Mais c'est vrai que sur la vulnérabilité, j'avais un petit peu creusé la question justement parce que je m'étais posé cette question comme Alexis. Est-ce que cette question de vulnérabilité dans le contexte de la pandémie, on pouvait lui donner une histoire longue, hein, de l'humanité.
Et on était tombé sur des textes parce qu'avec le groupe d'étudiants, on avait tenté de travailler vraiment ensemble et de manière collaborative. Et on était tombé sur des travaux universitaires dont j'ai oublié le nom, sur la figure du mendiant dans l'Antiquité. Et en fait, la figure du mendiant dans l'Antiquité grecque, elle est justement exemplaire pour justement traiter du vulnérable, c'est-à-dire de celui qui est complètement dépendant, c'est-à-dire en fait qui volontairement se dépossède entièrement et de maisons, et de richesses, et de propriétés, et qui va de maison en maison sans aucun autre but que de recevoir l'hospitalité, d'être accueilli, qu'on prenne soin de lui, et de repartir avec simplement ce trésor, simplement, ce trésor que d'avoir eu de l'attention de l'autre. C'est-à-dire, il n'attend rien, il ne demande rien, il ne mendie pas au sens « je demande de l'argent », mais justement d'avoir cette attention. Et je me souviens que ça avait beaucoup touché le groupe et déstabilisé un petit peu parce qu'on ne savait plus très bien en fait, où on en était avec cette histoire de vulnérabilité, parce qu'en fait, on ne se souvenait pas qu'avant la pandémie, celui qui est vulnérable, effectivement, c'est celui qui est très précaire, et on en revient aux injustices sociales, criantes, de voir des gens dans la rue, de voir des gens qui, effectivement, n'ont pas de toit, etc., qui est extrême, certes, mais qui nous renvoie à cette figure antique, en fait, de la grande vulnérabilité, au-delà de ce qui était une autre problématique très touchante, parce que les étudiants avaient tous quasiment regardé la série En thérapie, qui était d'être face à la mort aussi, c'est-à-dire on se croit tous invulnérables, y compris via les réseaux, les séries, etc., et on se retrouve face à une finitude qui est effectivement, quand on est jeune, on ne pense pas à la finitude de la même façon que quand on est plus âgé. Donc je voulais juste revenir sur ce petit point parce que il n'est pas évident à vraiment analyser, effectivement, une fois qu'on sort d'une pandémie et qu'on se dit qu'on revient comme avant ou après, je ne sais pas. Voilà, je voulais juste en fait associer ça. Chose à ajouter parce que tout ce que vous dites est juste et se tient totalement. Je pense que la figure du mendiant, elle est évidemment très belle, hein, mais je ne sais pas si c'est une figure de la vulnérabilité, parce que c'est aussi un choix, et c'est aussi quelqu'un qui finalement, c'est aussi une forme d'indépendance. Et vous avez la figure de Diogène aussi qui est dans son tonneau, et quand Alexandre Carampa vient le voir, il lui demande qu'est-ce que je peux faire pour toi, et il dit ôte-toi de mon soleil. Donc c'est magnifique aussi. Mais je ne dirais pas que c'est une figure de la vulnérabilité, dire ôte-toi de mon soleil. Je crois que là-dessus, il y a beaucoup de réflexions sur le Caire. Et je crois que s'intéresser vraiment au Caire, c'est se rendre compte aussi que certaines personnes ne veulent pas de Caire. Quand on parle du Caire, il y a le droit au Caire, il y a le droit à pratiquer le Caire, il y a le droit à recevoir du Caire, qui c'est absolument fondamentaux, mais dans les droits qu'énonce John Tronto, c'est aussi le droit de ne pas faire de Caire. Non, si quelqu'un dit je veux pas m'occuper des autres, ben voilà, hein, et le droit de ne pas recevoir de Caire, qu'on a beaucoup chez les handicapés en particulier. Donc je crois que c'est aussi quelque chose qui est important quand on veut parler du Caire. Le grand principe de Caire, c'est que personne J'avais une question au sujet des chaînes dont vous avez parlé, au sujet des inégalités. Et je me demandais si, selon vous, est-ce que ces inégalités et ces chaînes ont-elles toujours existé historiquement dans l'histoire de l'humanité ? Je me demandais, est-ce que vous pensez que le Caire sera plus reconnu dans le futur, sachant que les nouvelles technologies vont remplacer ces services ? Voilà. Alors, est-ce que je peux en rajouter une, toujours pour exploiter le fil ? Alors, c'est un petit peu pour rebondir sur la dernière question. J'ai envie de faire une comparaison un rapprochement un peu à leur porte-pièce avec l'écologie. Puisque depuis très longtemps en France et puis encore plus longtemps ailleurs, l'écologie a su plus ou moins habilement s'incarner dans des partis politiques.
et que là, on va rentrer en campagne électorale, si on n'est pas déjà. Et donc, est-ce que ça va durer longtemps, enfin, le CARE après les services? Et moi, j'ai envie de prendre le contre-pied de cette question, c'est qu'est-ce qu'il manque aujourd'hui au CARE pour faire partie, enfin, pour que ça devienne, il y a un parti animaliste, il y a un parti politique, mais écologiste, mais il n'y a pas le parti du CARE. Voilà. Donc, qu'est-ce qui lui manque? Est-ce que c'est, comme les nounous autour du bac à sable, un lieu pour s'incarner ou pas? Mais qu'est-ce qui manque pour être plus autre chose que invisible, justement? Oui, donc de toute façon, c'est un peu des questions proches, hein, donc je vous en remercie, hein, je vous en remercie beaucoup parce que, bien sûr, hein, ces chaînes du CARE, c'est quelque chose qui est complètement structurant aujourd'hui. Donc, il y a un livre de Caroline Ibos qui s'appelle Qui gardera les enfants, qui étudie très très bien ces chaînes, hein, puisqu'elle va expliquer comment, effectivement, tout un certain nombre de femmes vont se déplacer, mais vont elles-mêmes donner leurs enfants à garder, etc. Et c'est ça, la chaîne de CARE globalisée. Hein, et c'est vraiment aussi un marché, hein, c'est le grand marché mondial du soin d'autrui. Et donc, c'est important de parler de chaîne parce que ça permet de relier des situations, en fait, apparemment éclatées. Et donc, quant à se dire si elles existent plus ou moins qu'avant, je crois que, par définition, elles existent plus, hein, dans la mesure où les chaînes de CARE sont liées au développement du capitalisme, alors qui n'est pas nouveau, hein, mais qui, là, c'est vraiment une des formes, hein, ce qu'analyse Orchil, c'est vraiment une forme, la forme centrale du capitalisme. Hein. Donc il y a à la fois la division sexuelle du travail de CARE, ça a toujours existé, hein, puisque autrefois, bien sûr, hein, traditionnellement, c'est les femmes qui font ce travail de CARE à la maison. Et il y a aussi l'invisibilité du travail et sa dévalorisation. Hein. Et donc, ce qui fait que c'est plus visible aujourd'hui, c'est parce que les femmes favorisées vont en fait employer d'autres femmes, alors que autrefois les femmes elles étaient à la maison. Donc c'est évidemment un progrès que des femmes aillent sur le marché du travail, et de toute façon ça n'est que justice, mais de fait le travail du coup de CARE, donc de faire les tâches ménagères qui étaient assurées par ces femmes, évidemment extrêmement décuplé, et c'est pour cela que c'est effectivement quelque chose qui existe beaucoup plus maintenant. Hein. Donc en fait, la grande chaîne mondialisée du travail de CARE, elle permet de résoudre des problèmes des pays du Nord, hein, puisque effectivement dans les pays du Nord, les pays riches, les femmes travaillent, qu'en plus on s'occupe plus des vieux à la maison, puisque justement les femmes sont plus à la maison pour s'occuper des parents, des beaux-parents, donc il faut des gens pour s'occuper des vieux, il faut des gens pour s'occuper des enfants, et donc ça c'est effectivement quelque chose qui va donc créer des problèmes dans les pays du Sud, puisqu'on va leur prendre ces personnes pour s'occuper de nos problèmes de CARE. Donc il y a vraiment une étude très connue d'une sociologue qui s'appelle Rachel Pareñas. Je vous enverrai la référence, mais c'est vraiment l'étude un peu centrale qui a montré, en fait, notamment aux Philippines, hein, parce que les Philippins apparemment, et Philippines, c'est la Rolls du CARE. C'est des gens absolument super, impeccables, etc. Et en tout cas, donc il y a une émigration massive des femmes qui crée un épuisement des ressources du CARE. Et donc, Orchil fait vraiment le parallèle entre l'épuisement des ressources réelles et naturelles, et puis donc des ressources humaines du Sud. Et ça, c'est un phénomène qui, effectivement, est récent, hein, à cause des évolutions des pays capitalistes. Et c'est aussi pour ça
que ces phénomènes, on n'en parle pas tant que ça, parce que, bien sûr, ça paraît même antiféministe, hein, parce qu'on va dire ces méchantes femmes qui vont au travail, alors qu'en fait, c'est pas elles les responsables. Hein. Après, c'est vraiment... c'est une responsabilité... C'est une responsabilité globale, mais il est très clair que, bien sûr, beaucoup de femmes qui se considèrent féministes vont en fait exploiter d'autres femmes et que ça peut créer en fait des formes de contradiction et que c'est quelque chose qui est un peu un non-dit dans le féminisme. C'est aussi pour ça que l'éthique du care, donc Gilligan, etc., était évidemment mal perçue au début par la première vague des féministes qui considéraient que ce qui était important, c'est que les femmes arrivent à se libérer, à avoir les mêmes avantages que les hommes, etc. Ce qui est évident. Et c'est cette première... En France, on en est toujours resté à cette première vague. Et si on considère que, en réalité, cette libération va se faire au détriment d'autres femmes et en créant, en fait, des inégalités qui vont être des inégalités aussi raciales, en fait, ça, c'est vraiment exactement tout ce dont on ne veut pas entendre parler ici. Donc, je ne sais pas s'il y a une question à laquelle je n'ai pas répondu. Non, en fait. Je pense que... Est-ce que j'ai répondu ou pas? Ah oui, il y avait le numérique et puis les technologies. Ben, vous savez, on pense que c'est absolument génial, les machines à laver, le lave-vaisselle, et que ça réduit le temps passé au ménage. Ben, pas du tout, en fait. Pas du tout, parce qu'il y a toutes sortes de nouvelles tâches qui émergent. Donc, non, en réalité, il n'y a eu aucun... Le progrès technique permet de se débarrasser de certaines tâches, effectivement, mais en crée d'autres. Hein, et donc, il n'y a aucun espoir, par ailleurs, que la technologie, par exemple, celle des robots, il y a un moment, on se disait, il va y avoir des robots du care au Japon. Il y a des robots qui s'occupent... qui s'occupent de certaines tâches. Il y a des robots qui font du nettoyage, là, en ce moment, parfois, hein, dans des zones où voilà, on se dit que c'est mieux que personne n'aille. Donc, marginalement, c'est vraiment important. Mais en réalité, il y a toujours, en fait, des personnes qui doivent s'occuper de mettre en route les robots. C'est exactement comme quand on embauche quelqu'un pour le ménage. Vous savez, on dit toujours finalement, c'est quand même la femme dans le foyer qui va devoir faire les papiers, toute la charge mentale, etc. Donc, du travail de care. Et bien aussi, en réalité, dès lors qu'il y a des techniques, eh bien, il y aura toujours des personnes qui devront en fait assurer cette maintenance des techniques. Donc, ça ne va pas réellement améliorer les choses. Et les robots du care, c'est vrai que ça a été un moment envisagé et mis en œuvre au Japon. Et pour certaines tâches, c'est vrai que ça a pas mal fonctionné, en fait. Mais il y a quand même une forme de difficulté parce que c'est des gestes... ouais. Voilà, exactement. Et en réalité, c'est pas évident de robotiser toutes les tâches de care, en fait. Les applications vont plutôt dans le sens de libéralisation, Exactement. Cauchemardesque de remonter dans un parti vide la ville générale des Pierres. C'est un élément médical qui est sorti, donc Hubert, par un taxi, par rapport à ce conduit par quelqu'un qui bien régulièrement. Les seules personnes à l'extérieur, c'était tous les livreurs de Deliveroo, de Uber Eats, qui étaient devant le McDonald's, en train de récupérer les commandes. Et qui eux étaient dans la rue à un moment où tout le monde était effectivement confiné pour se protéger. Et en fait, c'est les applications, c'est numérique. Le fait qu'augmenter ça, c'est-à-dire ça facilite la question du service. Je vous ai entendu dire, une fois effectivement que les gens les plus aisés, finalement, les moins vulnérables, quand on a beaucoup d'argent, on est les plus aidés, parce qu'on a les moyens de le faire. Et en fait, ça s'est aussi démocratisé grâce au numérique. Ouais. Oui, tout à fait. L'ubérisation, c'est cela, hein. C'est-à-dire qu'il y a une forme de baisse complètement artificielle de certains services qui étaient réservés à des personnes très favorisées. Mais
en réalité, c'est au prix d'une espèce de dévalorisation totale, hein, d'une prolétarisation donc de toute une partie de la population. En fait, c'était en 2010, hein, donc c'était pas une présidentielle, mais elle voulait mettre ça à l'agenda. Elle voulait mettre ça à l'agenda juste avant, en 2012, ben, c'était en 2010. Ben, c'est là qu'on a vraiment été échaudés, hein, toutes les personnes qui travaillent sur le Caire, puisque nous, on était très nombreuses, enfin très nombreuses, un certain nombre à travailler sur le Caire. Effectivement, ce qui était vraiment intéressant, c'est qu'elle en a parlé de façon très pertinente, hein, puisqu'elle savait bien que c'était le problème majeur que les sociétés allaient affronter, et que donc il fallait valoriser le Caire pour rendre les professions attractives, avoir une déformation, et donc voilà. Et ce qui s'est passé, c'était très intéressant, c'est que il y a eu une espèce de volée de bois vert de tous les politiques, mais surtout des politiques de gauche, enfin des hommes évidemment, enfin de toute façon c'est la majorité, certaines femmes aussi, mais surtout à l'époque Manuel Valls, à l'époque tous les donc bon, enfin, après de gauche c'est beaucoup dire, hein, pour certains, mais en tout cas il y a évidemment bon, les personnes réactionnaires, c'était assez évident qu'il y aurait une réaction, mais en fait c'était réellement tout le monde. Mais moi-même, j'en voulais à Martine Aubry en fin de compte, parce que tous nous qui travaillons sur le Caire depuis pas mal d'années, on pouvait totalement prévoir ça, en fait. C'est-à-dire qu'on sait que le Caire, c'est lié à des inégalités de genre très profondes que les gens ne veulent pas avoir. Et donc, si on parle de Caire, on va en fait se prendre tout l'anti-féminisme, la misogynie ambiante, puisqu'il disait Caire mémé, tout ça. Donc c'est vraiment un truc, des discours très misogynes pour se moquer du Caire. Donc oui, je pense que c'était en soi une bonne idée, mais que en réalité c'était une idée qui était irréfléchie quand on connaît en fait la profondeur de l'antiféminisme, de la misogynie qui existe, hein, en France, hein, donc beaucoup plus que dans d'autres pays en l'occurrence. Selon vos constats, les métiers du Caire sont majoritairement féminins, donc sexualisés, exercés par des personnes racisées, et donc devenir un métier un peu mal payé. Enfin, je raccourcis beaucoup vos propos. Est-ce que, du coup, pour valoriser ces métiers du Caire, donc les rendre plus visibles, il faudrait que ces métiers soient exercés par des hommes blancs? Et du coup, mieux payés. De femmes et de personnes racisées qui l'exercent, hein. Et d'ailleurs, par exemple, il y a plus d'hommes maintenant qui vont exercer le travail de Caire, mais ça va être plutôt des hommes immigrés. Donc, de toute façon, je ne vois pas le sens de cette question, puisque comment est-ce qu'on conduirait des hommes blancs à faire cette profession, hein. Donc, c'est vraiment une réalité. C'est une réalité sociale qui fait que, effectivement, elles vont être réservées à ces catégories. C'est plutôt l'inverse qui se passe, c'est-à-dire que, par exemple, une profession relativement valorisée traditionnellement, comme celle d'instituteur ou d'enseignant, dès lors que c'est plus féminisé, ça va être plus dévalorisé, vous voyez. Ou même les médecins de ville, maintenant il y a plus de femmes, donc du coup c'est moins bien. Voilà. C'est moins bien considéré. Donc en réalité, ce qui est vraiment premier, profond, c'est cette structure de division sexuelle du travail. C'est pour ça que je vous demande est-ce que vous pensez que si c'est exercé par des hommes, ce sera du coup mieux valorisé? Oui, mais c'est quoi si qu'est-ce que vous voulez dire par là? Parce que non, par définition, ça ne peut pas être exercé
par des hommes, et que si effectivement c'était des tâches qui étaient exercées par des hommes, elles seraient valorisées, bien sûr, un peu plus. Hein, ça, c'est clair, et d'ailleurs, on peut tout à fait travailler à faire à amener les hommes vers ces professions-là, de même qu'on essaie d'encourager les femmes à aller dans les métiers de l'informatique, etc., c'est très largement masculin. Donc, il peut y avoir toutes sortes d'incitations, hein, bien sûr, pour changer les choses. Mais je crois que ce qui peut changer les choses, c'est aussi au niveau de la maison. Je veux dire, déjà, dès lors que les hommes n'assurent pas ces tâches, une grande majorité, donc à la maison, c'est vrai que c'est difficile après de penser qu'ils vont aller vers ces métiers-là. Et donc ça, c'est vraiment des questions d'inégalité de genre très fondamentales. Mais bien sûr, ce qu'on sait, c'est que, en tout cas, la valorisation d'une profession va toujours avec sa masculinisation. Donc après, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Je pense qu'on peut espérer compter sur une nouvelle génération. Hein. C'est vrai que malgré tout, il y a beaucoup plus de jeunes hommes qui pratiquent ces tâches-là. Donc c'est plutôt la structure. C'est pour ça que cette question, j'avais du mal à la comprendre, parce que c'est vraiment la structure patriarcale de la société, plus que ce qu'on pourrait faire pour inciter les gens vers diverses catégories à exercer ces métiers, qui va être en cause. Hein. Je crois que donc effectivement, tout ce qu'on pourra faire pour les masculiniser, ça serait une bonne chose. Hein, bien sûr. D'accord. Merci. Merci à vous tous. Merci pour cette question.